Bonjour et bienvenue à cette deuxième table ronde de notre séquence distribution. Nous avons vu en première partie combien le service structurait une société de distribution de matériel de travaux publics en France. Hier comme aujourd'hui et encore plus comme demain, nous allons maintenant nous intéresser à un autre sujet, l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché français. Nous allons voir avec nos invités ce matin leurs ambitions, avec quelle offre de matériel et de services ils se positionnent sur le marché, et nous essaierons également d'identifier les freins ou en tout cas peut-être les barrières qu'il leur reste encore à lever pour se faire une place sur le marché. Pour aborder ces sujets avec nous ce matin, Sylvain Bourset. Bonjour Sylvain. Bonjour Joël. Président de Dynamique TP et de HBTP. Tout à fait. Deux sociétés évoluant en région parisienne. Vous nous expliquerez pourquoi deux entités, sur quel périmètre et avec quelle offre. Frédéric Loze, bonjour, directeur général de Medimat, distributeur intervenant dans le sud de la France. Vous nous expliquerez également comment vous avez revu le modèle de Medimat avec de nouvelles cartes. Et pour avoir un éclairage plus global, Thierry Poyet, directeur France de Ritchie Bros. Bienvenue à tous les trois. Merci. Sylvain, on évoquait deux sociétés, Dynamique TP, que l'on connaît bien en région parisienne, HBTP, qui est peut-être moins connu. Pourquoi deux entités ? Alors tout simplement, la première raison, c'est de l'organisation au quotidien. Donc ça nous permet de gérer les flux machines et puis deux images différentes pour apporter au client au final deux entités différentes suivant les configurations et les ventes de matériel. D'accord. Au sein de Dynamique TP, historiquement, vous avez les cartes Kez, Merlot, Tout à fait. Cormidi, Okada. Tabarini. C'est ça, exactement. Et la partie HBTP Service sera donc dédiée à la distribution exclusive de Liugung sur l'île de France. Donc une carte chinoise. Tout à fait. Que vous apportez en complément de vos cartes historiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix et à cette organisation ? Alors le choix de la marque s'est fait sur une offre alternative. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était le fait qu'ils soient full liner sur la globalité de leur gamme de matériel. Et puis également un choix technologique assez avancé pour offrir de nouvelles solutions à nos clients. Quand vous parlez de choix technologiques, est-ce que vous pensez notamment aux motorisations électriques ? Exactement. Donc deux choses, la motorisation électrique avec leur avance technologique considérable. Et également, comme sur la précédente émission, l'offre digitale avec du diagnostic à distance, du suivi machine, etc. D'accord, donc pas uniquement le matériel, mais le matériel et le service, le support du constructeur par rapport au service. Très bien. Chez Medimat, l'enseigne était historiquement associée à Liber. Les choses ont évolué. Comment vous avez redéfini le périmètre Medimat ? Alors, chez Medimat, du coup, on a redéfini le périmètre avec une largeur de secteur plus importante, puisqu'on a opéré une extension de secteur avec la marque Sany, où on est présent dans la région PACA et dans la région Occitanie. Et ensuite, on a redéfini le périmètre en élargissant la gamme de produits aussi, puisqu'on a pris d'autres accords dans les 2 dernières années avec des marques comme Mani pour la partie manutention. On a déployé aussi des marques pour complémenter tout ce qu'on avait dans les produits existants chez Liber, parce que la gamme était quand même assez large. Donc du coup, la partie pelle industrie, on a un accord avec Terex Ecotech. Et du coup, on a aussi mis des équipes en place, donc ça c'était le travail de l'année 2024, pour pouvoir avoir des commerciaux dédiés au compact, parce qu'on a aussi la partie Yanmar qui était historiquement dans l'entreprise depuis quelques années. Donc du coup, on a des commerciaux qui font du Yanmar, du Mani, du Thwaites, donc compact manutention, et après on a des commerciaux qui font la partie Sany avec la gamme lourde et les produits comme Bell et les produits Terex Ecotech pour les pelles industrie. D'accord, donc l'idée c'était de reconstituer un portefeuille de produits plus ou moins équivalent à celui que vous aviez quitté
notamment sur les gammes lourdes, avec des marques différentes, C'est ça. forcément. Est-ce que le choix de Sany était naturel et évident, ou est-ce que vous avez évalué d'autres possibilités? Le choix de Sany était naturel parce qu'il s'est fait dans un moment où il y avait des difficultés aussi d'approvisionnement chez certains constructeurs. Et du coup, c'est vrai qu'on voyait que des constructeurs comme Sany étaient capables d'approvisionner les machines de manière rapide. On a des produits qui sont qualitatifs, avec des machines qui étaient plus simples que les produits qu'on pouvait avoir par le passé, mais qui fonctionnent très bien avec de la productivité. Donc on est parti sur cette marque-là, et l'avantage aussi c'est qu'on a un territoire plus large, donc on est en cours de déploiement, puisque c'est un changement qui est majeur pour l'entreprise. Donc on a reformé les équipes, remis en place des structures supplémentaires, des agences supplémentaires, et du coup voilà, on est en place pour pouvoir apporter le service qu'il faut avec l'historique qu'a Medimat sur le secteur. Ce sont deux marques qui ont déjà un recul de présence sur le marché français. Thierry, est-ce que dans vos activités, vous commencez à les voir, puisque bon, Sany, c'est 10 ans de présence continue avec un réseau qui s'est structuré. Luigong, c'est également un recul maintenant de plusieurs années. Est-ce que ce sont des marques qui sont maintenant dans vos radars? Alors oui, c'est vrai. On peut dire que, alors, pour deux petites précisions, les marques émergentes ou marques chinoises représentent quand même encore chez nous un petit volume de vente en termes d'occasion. Et je pense qu'il faut faire le distinguo, effectivement, comme vous dites, entre les marques qui sont présentes depuis plusieurs années, c'est le cas de Sany, c'est le cas de Sunward ou d'autres marques encore, puisque on a dû vendre les premières machines Sany en 2008 chez Ritchie Bros. Donc ça remonte à quelques années. Donc ces marques qui sont là maintenant implantées avec un réseau de distribution. Et puis on voit apparaître de nouvelles marques à chaque salon. On l'a vu à Intermat l'année dernière, on va le voir à la Bauma cette année également, de nouvelles marques qui veulent arriver sur le marché européen. Donc il faut vraiment distinguer les deux. Mais encore une fois, oui, donc on a un petit peu plus de volume. Les acheteurs aujourd'hui sur nos ventes sont Europe du Nord, on va dire, ou plutôt pays de l'Est. C'est assez quand même principalement des acheteurs, des négociants qui viennent acheter ces marques-là sur notre site. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut spécifier qui est intéressant, c'est-à-dire que chez nous, en général, l'âge moyen d'un matériel, toutes catégories confondues, c'est une dizaine d'années, voire un petit peu plus. Et sur ces marques-là, on s'aperçoit que lorsque l'on revend les machines chez nous, elles ont entre 0 et 5 ans maximum, pas plus de 5 ans, donc c'est des occasions récentes. Comment vous expliquez cette différence? Est-ce que c'est là où on peut en tirer la meilleure valeur de revente? Alors, effectivement, je crois que il faudra un petit peu de recul, mais je pense que vous, les professionnels, les revendeurs, les vendeurs, pourraient aussi étayer ça. Mais il y a deux facteurs. Ce sont des marques qui sont relativement présentes chez les loueurs. Et les loueurs renouvellent plus vite le matériel qu'un utilisateur lambda. Donc ça, c'est un premier facteur. Et puis, effectivement, peut-être que on n'a peut-être pas assez d'antériorité en occasion, en tout cas sur ces marques-là. Donc peut-être qu'il y a une volonté de vendre le matériel un peu plus tôt que par rapport à une marque premium, pour éviter peut-être d'avoir effectivement de la réparation à faire par la suite. Mais ça, c'est difficile à analyser encore aujourd'hui. Quand vous avez négocié la carte Luigong sur la région parisienne, quels étaient les discours des Chinois? Quelles sont les attentes qu'ils ont mises en vous en tant que distributeur? Alors je pense qu'ils ont vraiment un désir de pénétrer le marché, ça c'est la première chose. Pour Luigong, ils se sont aussi, je pense, entourés d'un connaisseur au niveau du service. Donc ça fait partie du deal, d'apporter le service finalement qui va avec la vente de la machine. Parce que sans le service, la machine, pour moi, elle n'est rien, quoi. Voilà. Notamment à travers les gammes électriques. Notamment avec les gammes électriques. Mais pour l'ensemble, une machine, il faut du service. Il y a des entretiens, il y a des pannes, il y a une vie avec la machine. Et donc là, il faut accompagner le client quoi qu'il arrive, quoi. D'accord. Donc une marque qui se développe sans service, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment... C'était pas planter un drapeau pour planter un drapeau.
sous l'égide C'est pas ce qui m'intéresse non plus. Non plus. Voilà. Donc vous êtes bien trouvé. C'est ça. Chez Medimat, Alors pour la partie SANI, on a eu un accompagnement assez important dès le départ, puisque il y a première des choses, j'en parlais tout à l'heure, mais les délais courts, c'était quand même un point qui n'était pas négligeable. Des accompagnements aussi en termes de formation des techniciens, de manière très rapide, donc ils ont été assez rapides pour pouvoir, parce que nous on a fait une transition et il fallait qu'on donne envie aussi à nos équipes de rester, parce que ça c'est le point important, hein, c'est le capital humain qui était le plus important pour nous. Donc on a eu des gens qui sont partis chez Liber, bien entendu, mais on en a gardé une bonne partie. Du coup, ça nous a permis de pouvoir avoir une équipe technique avec de la réactivité immédiate. Et ils nous ont aidés à la formation. On a eu aussi pas mal de points sur la partie pièces de rechange où ils nous ont aidés à savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on ait en stock, en disponibilité, parce qu'on avait une culture de faire du stock sur la pièce pour pouvoir être autonome et être réactif. Et du coup, tous ces accompagnements-là ont fait que au quotidien, ils ont rapidement mis aussi sur la partie commerciale un accord avec un fournisseur de financement qui s'appelle BNP, et du coup ça a permis d'avoir une offre qui se fait chez les premiums et qui fonctionne plutôt bien, hein. Donc on a de suite pu avoir des conditions intéressantes et avoir le package de service derrière. d'accord, selon vous, en termes de support apporté aux distributeurs, c'est du même niveau qu'une marque, par exemple comme Yanmar, on le citait, Mani, qui est également dans votre portefeuille. On a on va dire des différences entre les constructeurs, mais je dirais que de manière très factuelle, Sany apporte un service qui est à la hauteur de ce qui se fait chez les constructeurs autres avec lesquels on travaille, et avec juste un plus qui n'était pas négligeable, c'était la disponibilité. Parce que du coup, on n'est pas obligé de stocker des grosses machines, et du coup, on en a eu en stock, mais on peut en avoir en disponibilité très rapide, et ça, c'est un facteur important des fois dans la prise de décision chez les clients. Chez les utilisateurs finaux. Donc ça veut dire que c'est en phase avec les attentes. Oui, après il y a toujours des phases de démarrage, mais globalement on peut dire que le démarrage a été plutôt réussi. D'accord. Est-ce que ce changement de carte vous a obligé, vous a incité à changer de clientèle, ou est-ce que vous pouvez aller voir la clientèle traditionnelle de Medimat et leur proposer une alternative? On a fait quelques clients qui étaient Medimat, Liber, et qui sont restés Medimat. Après, concrètement, il y a des clients qui partent avec la marque. Il y a des prospects qui sont venus chez nous, qui ne venaient pas parce qu'on était Liber et qui considéraient qu'ils n'étaient pas en mesure de travailler avec Medimat. Donc, globalement, on change le paysage, mais notre souhait, c'est de conserver le maximum de clients, de continuer notre service, parce que ça, c'est un point important. On fait du SAV tous les jours et on ne fait pas que du SAV sur les nouvelles machines, heureusement. Donc, du coup, le but, c'est, quand on conserve les clients en service, c'est d'aller chercher les renouvellements derrière. De manière très concrète, comment ça s'est traduit l'année dernière pour l'activité Sany sur votre périmètre? Alors, en volume de vente, on va dire qu'on a mis en service chez les clients finaux. Après, on a notre parc location. Aujourd'hui, environ un peu moins d'une centaine de machines. Du coup, et en parc, on a presque 250 machines en parc installées entre notre parc location et les clients qui ont été livrés à partir de on va dire, début 2023. C'est conforme à vos objectifs? Alors, on aimerait toujours faire plus, mais du coup, on va dire qu'il y a un effet marché et il y a un effet nouvelle marque. Ce qui est positif, très positif, c'est qu'on a quand même, dans ce panel, on a quand même fait pas mal de grosses machines, donc supérieures à 15 tonnes, enfin entre 15 tonnes et machines supérieures. Et ça, c'était un point important, parce que c'est l'ADN de Medimat. Voilà. Et après, on a aussi travaillé sur toutes les autres marques, donc ce qui fait que on a déployé les forces de vente. Donc, je dirais que en 2025, on est prêt et on a notre organisation qui est complète. Sur la région parisienne, est-ce que ça s'est également bien passé l'année dernière, notamment pour l'activité Lugong? Oui, Jean-Noël, je pense que le début est plutôt concluant. Après, on est, nous, encore en phase de réglage et de recrutement pour couvrir la globalité de l'Île-de-France et de l'Oise.
Donc on cherche des commerciaux, on cherche encore quelques techniciens, mais globalement c'est plutôt positif, quoi. Et les premières machines vendues confirment notre engouement pour cette marque, savoir Lyogung, et on n'est pas embêté plus que ça, quoi. Donc on est plutôt satisfait, et l'épaulement de Lyogung au quotidien est vraiment plus qu'agréable, quoi. Le service pièces fonctionne comme il faut. Donc vous avez déjà éprouvé la logistique, la capacité du constructeur à servir des pièces. Pour l'instant, ouais, ça va très D'accord. bien. Dans les délais, c'est OK pour vous? C'est tout bon. En termes de disponibilité de référence? Je suis surpris du délai des pièces. On Oui. est plutôt assez réactif avec leur entrepôt européen qui est en Pologne. En Pologne, oui. Les pièces arrivent quasiment aussi vite que les autres, donc il n'y a vraiment aucun souci, quoi. On est, nous, plutôt sur de la phase de réglage au niveau de la structure entreprise pour mettre en place de nouveaux commerciaux. Tout à fait. Frédéric mentionnait des ventes plutôt de gamme lourde. Est-ce que dans le contexte du marché parisien... Alors on a fait de la gamme lourde, Oui. On a fait beaucoup de petites machines, mais c'est plutôt lié à la conjoncture actuelle sur la région parisienne, où le volume de vente s'est quand même considérablement écroulé, quoi. Lyogung développe aussi une gamme de matériel d'élévation de personnes, notamment des ciseaux. Est-ce que ça fait partie des références que vous pouvez retrouver dans vos ventes? Dans un moindre volume, on constate par contre que sur le marché du golf, on a une plateforme notamment à Dubaï. Oui. Et c'est là où on a probablement les plus gros volumes. Mais là, c'est plutôt de la grue, des camions toupies, etc. Mais on commence effectivement à avoir les premières machines d'élévation sur nos ventes également en Europe. Oui. C'était donc les prémices de la marque dans vos territoires. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre cette année pour poursuivre et forcément augmenter vos parts de marché? Alors, on travaille beaucoup sur la partie marketing Oui. et du coup développement commercial, puisque on a 7 commerciaux aujourd'hui qui font du Sany sur les deux régions, entre les deux régions. Donc le but c'est d'aller vendre le service Medimat, puisque bon, du coup on est quand même connu, aller retrouver tous nos anciens clients, redémarcher, parce qu'il faut savoir que quand l'entreprise fonctionnait avec du Liber, il y avait 3 commerciaux. Donc là, on va travailler sur une largeur de territoire plus importante, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus de maillage, avec on a un spectre assez large avec la partie PLH-NI chez Sany. Donc du coup, le but c'est de déployer la marque en attirant de nouveaux prospects et en vendant notre service et le service de l'ensemble des entités de notre groupe aussi, puisque un fonctionnement un peu particulier, c'est que travaille beaucoup en synergie avec la société de location qui nous donne une vitrine, puisqu'on a 16 agences sur la région, entre la région PACA et Occitanie, 16 agences de location, courte durée, donc toutes nos machines sont des machines que nous distribuons dans le groupe, donc toutes les entités, on a plusieurs entités, on a 7 filiales dans le groupe, et du coup, dans chaque agence de location, on a une représentativité des machines. Donc, en l'occurrence, Sany, pour les citer, Yanmar, Mani, tout le monde a sa place. Et double canal de distribution. C'est important pour la visibilité, et ça remonte énormément de contacts et de leads pour les commerciaux. Et l'appel comme produit fer de lance. C'est ça, tout à fait. Alors, on va dire que c'est la culture, enfin le premier son de Sany, on va dire, c'est PLH-NI de suite, mais c'est aussi de la chargeuse, c'est aussi des télescopiques, donc c'est une gamme très large. Mais c'est vrai que les gens, en premier abord, ils ont quand même ça comme référence, et du coup avec une largeur de gamme, puisqu'on a de 1,6 tonne à 50 tonnes. Et encore une fois, ce qui était quand même assez nouveau pour nous, et on va dire que quand vous achetez une pelle compacte, vous avez moins de freins que quand vous allez acheter des pelles mettre en service des pelles de 50 tonnes chez des clients. Pour arriver à les conquérir, ça devient un peu plus compliqué. Donc du coup, il faut faire de la démonstration. Et du coup, le fait que tout fonctionne en commun dans le groupe, avec la société de Nova Location, on peut mettre du matériel à disposition pour faire de la démo. Et derrière, je vous expliquerai la deuxième partie de la stratégie. En phase d'apprentissage
et il faut encore convaincre les utilisateurs finaux. On parlait de la pelle, chez Luigong, c'est plus la chargeuse, le produit vedette, ça s'équilibre bien. Ça s'équilibre bien, Oui. alors, ils ont un gros historique chargeuse, mais globalement c'est assez équilibré. Nous cette année on va commencer, donc là on commence sur le marketing, sur la chargeuse, la chargeuse et les produits électriques, 100% sur batterie lithium. Donc ça va être notre gros de l'année. Donc là on commence sur les chargeuses, les premières machines arrivées à faire de la démonstration. Le retour est plus que positif et même bluffant. Donc là, on est très enthousiaste sur cette gamme de matériel. On avait vu sur le stand de Luigong à Intermat, effectivement, beaucoup de directeurs matériels vous interroger sur les performances, les disponibilités, demander des démonstrations. Donc tout ça, ça s'est confirmé. Ça y est, ça démarre. Jean-Noël, on a commencé les premières démonstrations dans le groupe Colas, Bouygues, puis d'autres petits clients sur le devenir également, chez Lafarge. Donc là, les premières machines arrivent et les tests sont bluffants, quoi. C'est concluant à 300%, quoi. Des clients de référence sur le marché français. Exactement. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, la perception du produit chinois, en l'occurrence de la marque Luigong, a énormément évolué? Je dirais que avec cette technologie, on parle plus de matériel chinois, on parle de technologie, on parle de performance machine, on parle de solutions, de décarbonation, on parle de plein de choses. Et le produit chinois, il vient dans un troisième ou quatrième temps. Alors effectivement, après, les clients nous interrogent sur le suivi machine, le SAV, la partie pièce, mais globalement, pour l'instant, on parle de technologie, quoi, avant tout, quoi. Et ça veut dire que vous pouvez leur répondre quand on va vous demander une empreinte carbone, on va vous demander un niveau d'émission, on va vous demander également une consommation, une efficience énergétique. Tout ça, vous savez renseigner et vous engager. Tout à fait. Il y a des tableurs, il y a des choses, il y a des comparatifs possibles, il y a énormément de choses qui arrivent et ce qui est annoncé sur le papier et la réalité. Donc les clients sont très surpris en fait. C'est vérifié. Et nous aussi. Et donc on est sur un produit technologique, peut-être même en phase avec l'évolution du marché parmi les matériels les plus performants. Tout à fait. Et en est-il de même chez Sany, dans vos territoires? Alors, moi, juste quand on parle de produits chinois, on parle quand même de marques qui sont dans le top 10 des marques mondiales, voire dans le top 5. Donc, du coup, c'est un produit chinois, certes, mais c'est des produits qui ont prouvé leur qualité par les volumes de vente qu'il y a pu avoir au travers du monde entier. Donc, effectivement, la récente venue sur le marché européen, parce qu'on peut se dire que par rapport à des marques beaucoup plus matures, c'est récent, parce que 10 ans, c'est pas énorme. Mais du coup, je pense qu'il y a un devenir important. Alors, nous, on a vraiment voulu avoir une offre groupe, puisqu'on a fait un partenariat avec Shermat pour la partie, vous parliez des données, parce que bon, c'est un point essentiel aujourd'hui pour les grands groupes et pour certains clients qui veulent mettre en place leur RSE, etc. Ils veulent avoir de la remontée de données. Donc, l'idée, c'était comme on avait plusieurs marques, on souhaitait avoir une interface qui soit commune à l'ensemble des marques, et du coup, on se sert. C'est assez récent, mais on s'en sert beaucoup, parce qu'on se rend compte que les commerciaux adhèrent, et que du coup c'est un argument qui est important, parce que ce que disent les constructeurs premium des marques chinoises, c'est que le matériel consomme, voilà, c'est un peu de la, entre guillemets, désinformation, et du coup le mieux c'est d'avoir quelque chose qui permette de faire... Nous, quand on fait une démonstration sur des grosses machines, on a pu, depuis quelque temps, on peut mettre un mode démo Shermat pour le client. Et du coup, on lui donne accès à la plateforme. Déjà, ça permet de l'amener dans ce qu'on pourrait lui proposer en service pour demain. Et deuxième point, c'est que ça permet de mesurer ses vraies consommations, parce qu'il n'y a rien de mieux que la consommation réelle dans le chantier où le client est en train de travailler. Et du coup, ça permet de mesurer ses taux de ralenti. Donc il peut animer ses équipes avec ça, et on va aussi avoir les émissions de CO2, etc. Donc Shermat a un panel assez large. Après on parle de la géolocalisation, on parle de ces produits-là, mais du coup ça c'est des choses que propose à peu près tout le monde. On voit bien la logique du concessionnaire d'avoir un outil commun à l'ensemble des gammes. Est-ce qu'un client peut
lui, uniquement demander la télématique SANI sans recourir aux produits. D'accord. Sans souci. On peut avoir, nous, là, avec Shermat, on se greffe sur la télématique SANI. C'est juste une histoire de plateforme, et pour nos équipes en interne aussi, c'est une simplicité, parce que du coup, si on a chaque interface, quand on a plusieurs constructeurs, ça commence à devenir un peu complexe en interne, donc le choix était aussi porté là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, on pourrait éventuellement dire, si quelqu'un voulait avoir accès à la télématique SANI, on pourrait lui donner accès sans aucun souci. Est-ce que pour vous, c'est un plus déterminant dans la proposition Medimat, au-delà de la seule marque SANI? Bien sûr. C'est un plus déterminant, parce que du coup, il faut... aujourd'hui, les gens veulent être dans le service, donc on va agréger ça avec des contrats de service. Donc on a deux types de contrats. Un contrat qui s'appelle le contrat Medimat Essentiel, Medimat Premium. Donc on est plutôt Premium, c'est du full service. Medimat Essentiel, c'est du préventif. Ça, c'est des solutions qui existent chez beaucoup de concessionnaires, mais qui sont des fois pas forcément déployées. Là, le but, c'est d'aller agréger en plus la partie Shermat pour pouvoir avoir la visibilité complète, décharger aussi en quelque sorte le client d'un peu les prises de rendez-vous, les choses comme ça. Donc on est dans l'anticipation de ce dont aura besoin le client pour suivre sa machine. Et on communique avec lui aussi par l'intermédiaire de la plateforme pour lui remettre les documents. Il a toute la partie documentaire obligatoire qui est disponible pour ses équipes, donc il peut créer des liens, etc., et donner des accès. Donc ça, voilà, je pense qu'on est dans un côté où, sur les missions précédentes, vous parliez de gens qui étaient de plus en plus connectés. Effectivement, il faut vivre avec son temps, les gens sont connectés, et du coup, il faut qu'on amène l'offre qui va avec ce qui se fait actuellement et ce qui se fera dans le futur. En remontée d'incidents, en détection de panne, en alerte, par rapport à l'historique Medimat, comment se situent les stades des matériels SANI? Alors, on a d'excellents retours sur la qualité et sur la garantie. On a très peu de garantie, mais vraiment très peu. Du coup, c'est presque... à un moment donné, ça a presque été gênant, parce que du coup, il faut occuper les équipes. Du coup, donc, on a trouvé des relais, etc. Mais globalement, on a, à part des entretiens préventifs, on a mis des machines en service. On va pas dire que, je vais pas vous dire qu'on a des machines qui ont 5000 heures, hein, mais 3500 heures, on a vraiment un taux de panne proche de zéro. Donc du coup, des machines simples, fonctionnelles. Alors de temps en temps, on nous reproche manque de confort. Bon, après, nous, on les customise, les machines, dans pas mal de cas, puisque on change les sièges. C'est des sièges qui sont ces sièges Grammer, hein, qu'utilisent les marques premium, mais peut-être pas les mêmes niveaux de siège. Donc des fois, on va aller chercher un siège un peu plus important pour améliorer le confort et pour gommer les éventuels contre-arguments qu'on pourra avoir sur cette partie-là. Mais sinon, fiabilité très très bonne. Thierry? Oui, je voulais dire quelque chose. On voit clairement, finalement, avec nos collaborateurs, que certes, il y a la marque, la machine, avec la technologie, la qualité de la machine, mais la différence, c'est le service. C'est-à-dire que vous développez des partenariats avec Shermat, entre autres, etc. On voit qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la qualité de service qu'on est prêt à apporter derrière la marque. Et c'est ce qui va permettre, je pense, à l'avenir, d'avoir des constructeurs qui vont rester parce qu'ils auront un réseau national ou même européen qui permettra d'assurer le service nécessaire, et puis d'autres constructeurs que l'on voit arriver sur le marché, que l'on voit arriver sur les salons, qui auront un peu plus de mal à s'implanter, en France en tout cas. Sylvain, en termes d'intervention, fréquence d'intervention, niveau d'intervention, est-ce que la marque Luigong est tout aussi réussie pour vous? Rien de plus, rien de moins, on n'est pas embêté non plus. Oui. Nous, les premières, alors on est un peu plus jeunes que Medimat, mais globalement, les premières machines arrivent aux alentours des 2000-2500 heures. On a un taux de panne qui est quand même assez faible. Après, nous, le service, ça reste notre ADN, et le client également. Donc, en fait, on recentre, en fait, sur nos clients, le service, la proximité. En fait, c'est notre ADN au quotidien, quoi. Frédéric mentionnait la cabine. C'est vrai que
certaines gammes en termes de volume et de confort ne correspondent pas toujours aux standards français. Est-ce que on vous le reproche? Est-ce que vous apportez vous aussi des Alors ça a été, modifications? sur l'appel pas trop, sur la chargeuse ça a été reproché à Liugung, mais je dirais en moins d'un an ils ont revu la globalité de leur cabine. Donc là toutes les nouvelles machines qui arrivent à partir de maintenant sont sur la cabine phase numéro 2 avec un confort, allez, peut-être pas au niveau de chez Caterpillar, mais qui se rapproche des standards européens. On parle souvent de cette réactivité et cette capacité entre une remontée terrain et une traduction sur la chaîne de production très très courte par rapport aux autres cartes dans votre portefeuille. Est-ce que effectivement vous l'avez observé? Mais les Chinois ont une capacité à réagir phénoménale, quoi. C'est une question, un problème technique est posé, dans la journée on a la réponse. En s'adressant au staff européen? Au staff européen qui relaie tout de suite avec la Oui. Chine et ça répond tout de suite. Tout de suite. Sur des enjeux évidemment techniques, Tout à fait. sur des enjeux de Des normes. solutions, Oui. une question. Aujourd'hui, on est épaulé, on a des gens qui répondent. Donc pour notre clientèle, c'est quand même un confort, quoi. Aujourd'hui, tout va très vite. Si le client a une question, une interrogation ou une prévision de chantier, il faut répondre dans la journée. 2 jours après, c'est trop tard. Donc, alors nous, on force nos partenaires à répondre vite également. Oui. C'est pas tous les jours simple, mais, Oui, donc vous savez mettre la pression. Quand mais pour l'instant, la réaction est là, quoi. Donc, on est plutôt globalement satisfait, quoi. En termes de conformité machine, marquage chez eux, est-ce qu'il y a encore quelques soucis? On sait que les premières machines, il y a plusieurs années, ne satisfaisaient pas effectivement à ces exigences. Est-ce que là aussi, c'est derrière vous ce type de tracasserie? Alors chez Liugung, non, c'est plus un problème. Ils se sont organisés, hein, évidemment. Donc les machines sortent de Chine CE. Elles sont ensuite envoyées au Centre européen en Angleterre, qui revalide la certification CE et qui apporte des petites modifications techniques si elles ne sont pas au standard européen, ou à notre standard, je dirais, chauffeur, hein, ou client. Et après, elles sont revalidées 2 fois finalement. Et après, elles sont mises sur le marché en commercialisation. D'accord, Donc c'est un double check et finalement, on n'a plus de soucis. Et justement, pour répondre à les petits problèmes de confort, c'est ajusté au Centre européen en Angleterre. c'est à peu près la même organisation Voilà, chez Sany. c'est à peu près la même organisation. Alors Sany a depuis quelque temps un centre, une direction France à Lys, du coup en région parisienne, et du coup on a le centre pièces de rechange, on a la partie formation équipe technique, il y a les supports techniques qui sont en contact avec les équipes, ça recrute des responsables régionaux pour étoffer les équipes. Forcément, plus on met de parcs, plus il faut de moyens humains. Donc tout ça, c'est en bonne marche. Ça se met en place au fur et à mesure de l'évolution du parc. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement de souligner la rapidité à laquelle les évolutions vont. C'est-à-dire que les premières machines, on a acheté des cabines avec je crois que c'est la cabine C9. On va recevoir les prochaines cabines avec une cabine C12. Donc on a, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas un gros historique puisqu'on est à 2 ans et demi d'historique. On a déjà évolué plusieurs steps et du coup les dernières sont au standard européen, voire même évoluer technologiquement par rapport à ce qui se fait. Donc on va dire que tout ce qu'on remonte du terrain, c'est traité et c'est rapidement traité, ou des fois certains constructeurs ont beaucoup plus de temps pour arriver à réagir. Là, vous avez des réactions qui sont très rapides. Et on a aussi, dernièrement, on a eu la visite d'ingénieurs et de responsables de production qui sont venus parce qu'ils sont en train de travailler sur des nouveaux modèles en compact, en 25-26 tonnes. Et du coup, voilà, ils viennent pour prendre un peu les besoins du marché français, et je crois qu'ils avaient fait d'autres pays européens pour avoir les retours et être au plus juste avec ce qu'il faut en termes de besoins. Des nouveaux modèles électriques ou motorisation? Compact, et ça sera encore du thermique.
thermique. Voilà. Par contre, la pelle électrique, on est sur une pelle qui est déjà la première c'était la 1900 kg électrique, qui est, bon, mais ça, je pense que c'est pas une grande nouveauté, puisque bon, Yanmar a déployé une gamme comme celle-ci. Je pense que tous les constructeurs sont entre la 1900 kg et la 2,5 tonnes, tout le monde a sa gamme. Par contre, ce qui va être assez nouveau, c'est la pelle HNI, la SY215 en électrique. Elle a été mise en service en Europe au mois de juillet l'année dernière. Il y a eu tout un tas de tests, et c'est des machines qui vont être très productives en termes d'autonomie, et qui ont pour le moment d'excellents retours. Donc on devrait pouvoir on a la possibilité de les proposer au catalogue, et du coup on pourra les commercialiser prochainement. Sur ce modèle-là en particulier, vos équipes ont été formées? Alors, pas encore, pas encore. C'est un produit qui va arriver, et il y aura des formations techniques, sachant que nous, on a des équipes qui sont formées sur la partie électrique, puisqu'on a déjà vendu de la pelle électrique. Alors, sur la pelle industrie, par exemple, où on avait des clients qui avaient des sites industriels, où il va y avoir, on a cette culture déjà qui est donc les habilitations, enfin, pas mal de choses ont été faites en interne, pas forcément pour ce produit-là, mais on a une expertise sur ce produit, donc sur cette partie, donc je pense qu'on sera formé rapidement. Par rapport au contenu pédagogique de ce qui est proposé à Lys, donc chez Sanifrance, comment vous le jugez? On avait un constructeur qui, il faut le reconnaître, avait une capacité pour la partie formation qui était assez intéressante. Les techniciens avaient des obligations, enfin, on avait obligation d'envoyer des techniciens de manière très régulière dans les usines. Donc ça, c'était un point important. Il faut reconnaître que c'est un savoir-faire libre et qui est très bien... qui est très bien valorisé, qui valorise aussi les équipes. Par contre, là aujourd'hui, nos techniciens qui ont suivi ces parcours de formation, qui ont souhaité rester chez nous parce qu'ils étaient attachés à l'entreprise, et on les remercie, ils ont fait les parcours de formation de SANI, parce que nous, notre volonté, ça a été au début, ça a été dur, parce que c'était une transition difficile, mais la volonté de notre dirigeant, c'était de dire... Il faut que les gens voient les machines, les touchent, se forment, et pour qu'on puisse être efficient rapidement, et surtout qu'on leur donne envie de rester par rapport à ce qu'ils auront vu. Et du coup, ça a plutôt bien marché, parce que les gens ont fait leur formation, ont trouvé les contenus intéressants. On n'a pas visité d'usine, parce que c'était plus compliqué, mais ils se sont déplacés, ils ont vu le centre pièces de rechange. Ça aussi, c'est rassurant pour eux, parce que du coup... Ils voient qu'il y a de l'organisation derrière, et que du coup, en cas de problème, on pourra être servi rapidement. Sylvain, est-ce que vous avez, vous aussi, pu apprécier la qualité des formations et du support technique apporté par le constructeur? Alors la formation, nous, on n'en a pas encore fait. C'est programmé, c'est la dimension de dynamique TP niveau service, pour l'instant, je dirais, on n'en a pas besoin. On a un gros service technique, avec des techniciens quand même assez qualifiés. Donc pour l'instant, pour faire de l'appel traditionnel ou de la chargeuse traditionnelle thermique, on n'est pas embêté. Après, sur l'appui technique de chez Liugung, pareil, hein, c'est de la réactivité, ça répond très vite. Donc on a les éléments assez rapidement. Et sur la partie électrique, donc là c'est notre futur, et qu'on commence déjà dès maintenant avec le recrutement d'un électrotechnicien pour pouvoir intervenir sur les machines full électriques. Et on travaille là actuellement sur la certification de nos techniciens sur la partie purement électrique, quoi, haute tension. D'accord. Comment vous orientez un client qui vient chez vous? On va prendre un exemple très concret, une pelle de 20 tonnes, c'est ce qui se vend en France. Vous avez plusieurs offres potentiellement à lui proposer. Qu'est-ce qui va faire que vous allez l'orienter vers telle ou telle marque? Alors, de par les prémices de nos entreprises, hein, à savoir Dynamique TP et HBTP, nous on a été très axés sur le service. Voilà, c'est pour la partie mécanique. Et sur la partie commerciale, on a toujours été des apporteurs de solutions. En fait, l'idée, c'était de dire, voilà, monsieur le client, j'ai une problématique, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc ça, c'était notre quotidien. Donc aujourd'hui, on reste sur notre socle de base. Donc aujourd'hui, le client exprime un besoin.
en fonction de l'application, du travail, du chauffeur, de la typologie de client, du national, pas national. On conseille un produit, qui soit une marque premium ou la marque Liogon, qui sera le plus en adéquation avec ce qu'on a défini avec le client. D'accord, il y a toujours un avantage prix avec la marque chinoise. C'est analysé en fait. Nous, on recentre le client. Le client, chez nous, c'est le premier step, quoi. Donc, on définit avec le client la problématique et nous, on conseille une marque ou une solution. D'accord. Voilà. Il y a toujours en adéquation avec le client. À référence produit équivalent, donc une 20 tonnes, une chargeuse de même capacité, l'écart de prix entre une caisse et une Luigong, c'est de quel ordre? Il est conséquent. Il est encore conséquent. Il est conséquent. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Il y a des clients qui veulent de la marque premium. Il n'y a pas de souci. On les accompagne avec du case. Et si le client je souhaite une machine plus économique ou qui n'arrive pas à justifier le gap de prix, on peut basculer sur du Liogon. Mais toujours, on essaye de cibler l'adéquation client en numéro 1. On parlait de la disponibilité, c'est effectivement un critère important. Un autre critère qui le devient de plus en plus, c'est également l'impact carbone du matériel. De plus en plus de vos clients ont signé des engagements, sont dans des dynamiques de politique RSE. Quand une machine arrive de Chine, par définition, et qu'elle a traversé le monde entier, elle impacte davantage qu'une machine fabriquée à Colmar, pour ne pas citer la marque. Comment vous argumentez? Et est-ce que c'est là peut-être un des freins que vous avez encore à lever? Frédéric. Alors, on parle de largeur de gamme, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des clients qui ont une RSE dans laquelle ils ne souhaitent pas, par exemple, de produits chinois. Ça m'est arrivé chez un client avec un des commerciaux. Donc je vous avais changé de marque, nous, dans notre RSE. Donc on ne travaillera plus ensemble. Bon, voilà. Sur une partie compacte, on peut travailler avec des produits comme Yanmar, où là, on a une usine de fabrication à Saint-Dizier et du coup, une largeur de gamme qui est quand même assez intéressante sur le compact et la chargeuse. Et du coup... Aujourd'hui, on a très peu de gens, même des grands groupes qui commencent à vouloir, qui étaient un peu réfractaires parce qu'ils s'étaient un peu interdit ça, commencent à demander des démonstrations, parce qu'après, il y a quand même un contexte économique. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas et qu'il y en a d'autres qui le font à votre place, vous allez vous retrouver avec un problème de conditions qui ne seront peut-être pas les mêmes, parce que vous parliez des écarts de prix, ils sont quand même assez conséquents. Si la machine, elle produit la même chose, on va se dire que ça peut devenir gênant dans certaines conditions. Donc je pense que effectivement, ça peut être un contre-argument, mais... Nous, on a une largeur d'offres qui est assez importante, parce que du coup, on a conscience que ça, c'est un problème particulier. Il peut y avoir un problème d'approvisionnement aussi, comme on a pu connaître pendant le Covid. Donc, je pense qu'un distributeur aujourd'hui, il se doit d'avoir... on ne peut pas avoir une seule offre, parce que sinon, on est, pour moi, plus distributeur, on est filiale du constructeur. Donc, du coup... Bon, je pense que je parle avec un peu l'expertise de ce qui nous est arrivé. Donc je pense que le but, c'est de diluer un peu les volumes et de pouvoir avoir une offre large qui puisse correspondre au maximum de clients. Parce qu'il y a des clients qui achèteront toujours du Made in France. Il y a des clients qui souhaiteront pouvoir avoir un matériel qu'ils ont déjà eu et pouvoir le renouveler par eux-mêmes. Donc du coup, le but, c'est de pouvoir... nous, ce qu'on veut, c'est le juge de paix, pour nous, c'est la part de marché du constructeur. C'est-à-dire qu'il a une politique commerciale, il souhaite une part de marché au niveau national. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se conformer à cette part de marché pour qu'on puisse avoir notre autonomie, pour pouvoir travailler librement et mettre en avant nos services et aller chercher, comme on disait, les solutions au plus près des besoins de nos clients.
À propos de solutions, la marque précédente était connue pour sa capacité à faire du sur-mesure, en tout cas pour personnaliser énormément sa production. Est-ce que ça veut dire que vous faites une croix sur cette proposition de valeur à vos clients, ou est-ce que ce sont des clients auxquels vous adressez et qui n'ont pas ces besoins d'avoir de l'ultra spécifique? Alors, de l'ultra spécifique, c'est bien, parce que enfin, le sur-mesure, c'est toujours intéressant. Ça pose quelques problèmes après, pour l'avoir vécu, de disponibilité, etc. Parce que quand vous faites du trop spécifique, ça peut être gênant à certains moments. Donc là, l'avantage, c'est que on travaille avec des produits qui sont les mêmes. Pour dépanner un client, on a très souvent du stock dans nos agences. Donc, quand on a les mêmes produits, c'est toujours pour notre quotidien interne. Ça, je peux plus pour la partie logistique, c'est quand même plus facile. Après, le sur-mesure pour le client, il y a des choses qui se font, il y a des modifications qui se font avec des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. On a déjà fait des modifications, des flèches à volets variables, quand il n'y en avait pas forcément sur une gamme de machines, etc. Elles ont été modifiées par des fabricants français qui sont spécialistes de ça, et ça a permis de faire les affaires. Voilà. Donc on sera forcément devant à des endroits où on ne sera pas capable de répondre, mais du coup, je pense que le standard suffit à couvrir une grosse partie du marché, et du coup, on est toujours à la recherche en ce moment, le meilleur coût de possession, on va dire. Donc, du coup, je pense qu'on a l'offre qui va plutôt dans ce sens. La personnalisation, vous aimez bien ça? Oui. Vous avez les capacités en interne. Est-ce que de manière schématique, vous allez orienter un client sur une Wigong pour un prix d'achat inférieur, lui permettant de se faire plaisir, entre guillemets, et d'accessoiriser sa machine avec des marques plus nobles, et à avoir un véritable outil de travail, une solution de travail? Mais je pense que déjà le sur-mesure, c'est vraiment le sur-mesure. C'est plus une question d'étoffement de machine. Là, c'est vraiment une problématique chantier avec un cahier des charges particulier. Donc là, ça, c'est une chose. Donc là, que ce soit une marque premium ou une marque Lambda, oui. lambda, c'est le même cahier des charges pour tout le monde. Donc là, c'est à nous de trouver, encore une fois, la solution. Mais au niveau du porteur de base, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc là, après, comme mon confrère, on s'épaule ou sur notre partie interne, sur des modifications, je dirais, assez simples. Après, tout ce qui est grosse modification avec certification, on s'épaule de nos partenaires quotidiens, quoi. Classique. Classique. Et ça veut dire que vos clients maintenant savent et réfléchissent coût total de possession, où il faut encore un petit peu les accompagner, les guider, voire les conseiller? Aujourd'hui, il faut savoir que nos clients, ils n'arrivent pas à augmenter les prix. Ils n'arrivent pas à augmenter les prix, donc forcément les marges de nos clients diminuent. Donc ils sont obligés au bout d'un moment de trouver des solutions. Donc si la solution ne vient pas des chantiers, ne vient pas de leur infrastructure propre, elle vient forcément du matériel. On remonte dans la chaîne de la valeur, et c'est sur le matériel qu'il faut jouer. Et on n'a plus que ça en France, hein. Donc maintenant c'est le dernier level, le dernier levier à actionner pour que les entreprises restent rentables, en fait. On sait qu'en région parisienne, c'est très concurrencé. Tout à fait. Donc forcément, les prix sont tirés. Pour vous, le marché a déjà basculé vers ce type d'offres. Ouais, complètement. Dans votre région, c'est pareil, Frédéric? Je prendrai un exemple assez précis, c'est la location, les gens qui font de la location avec chauffeur, qui travaillent en sous-traitance pour des groupes ou quotidiennement, où là vous raisonnez un loyer journalier, et du coup, quand vous avez plus vous montez dans les capacités machines, plus vous allez avoir des écarts qui sont quand même assez conséquents en valeur. Et la pelle, moi je discutais l'autre jour avec un client, il me disait, mais moi on me demande une pelle de 21 tonnes, on ne me demande pas de mettre une Caterpillar ou une Volvo ou une Uber, on m'a demandé une pelle de 21 tonnes, vous avez le produit, vous m'avez fait des conditions particulières, on sait faire de la location longue durée, parce que je pense que raisonnablement, nous, on va savoir dire cette machine est capable de la reprendre tel prix. Ça peut être un frein pour le client par rapport à la cote de la machine. Si nous, on arrive à rentrer
dans la logique de décorréler ça et de faire de la location pour dire, ben voilà, nous on va s'engager sur une option de rachat, on engage le rachat auprès de l'organisme de financement, ça peut nous permettre de faire du parc occasion demain, parce que ça c'est un point important, ou de les recycler sur une location un peu plus longue dans un deuxième temps, mais du coup, on va être percutant en termes de conditions. Et là, je pense que sur des activités comme celle-là qui sont très très concurrencées, puisque les loyers n'ont pas forcément augmenté depuis des années, ben, on va se retrouver avec des clients qui vont avoir une bouffée d'oxygène, parce que du coup, souvent, la machine a un impact énorme sur le chiffre d'affaires qui est des fois pas énorme. On voit que vous êtes donc en phase de développement avec ces marques-là. Vous avez fait le plus facile, entre guillemets, c'est de vendre les premières. Est-ce que pour vous, le juge de paix sera le renouvellement de la marque auprès de votre client? Alors tout à fait. Et là, ce qu'on va attendre après, c'est le retour de notre confrère de chez Ritchie Bros pour voir la valeur de revente. Nos nouvelles des marques émergentes sur le marché de l'occasion. Je pense que d'ici 5-6 ans, on commencera à avoir des retours. Et là, on aura le panel complet pour pouvoir vendre aux clients la valeur de revente, la globalité de la vie machine, le tarif des pièces, la valeur machine et la valeur de revente. Thierry, en prenant un petit peu de recul, sachant qu'on ne l'a pas en France, ailleurs dans le monde, comment se comportent ces marques-là sur vos marchés? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul en France, et vous parliez d'écart sur les matériels neufs. Clairement, on ne va pas se mentir, on le retrouve aussi après sur le matériel d'occasion. Mais il y a des marchés, notamment aux États-Unis ou au Canada, où des marques comme Sany, qui sont présentes depuis pas mal d'années maintenant, tiennent relativement la cote en occasion. Pareil pour les pays du Golfe, où des marques comme XCMG ou autres sont relativement bien implantées. Donc on sent qu'il y a quand même une demande aussi en matériel d'occasion. Et sur ces marchés-là, par rapport à une marque référente Caterpillar aux États-Unis ou au Canada, elle décode de combien en pourcentage? C'est compliqué, alors. Non, mais ça dépend des catégories de machines. Ça dépend effectivement aussi des différentes marques chinoises. Mais c'est vrai que alors, pour parler de quelque chose que je connais peut-être davantage, sur les premières machines que l'on voit sur nos ventes en France, machines chinoises, un matériel équivalent, on est entre moins 20, moins 30% sur l'occasion. Après, je ne sais pas au niveau du neuf ce que ça donne au départ, mais voilà, on est dans ces eaux-là. Mais c'est très variable, encore une fois, hein, ça dépend vraiment des catégories. C'est à peu près les mêmes écarts. Donc ça se retrouve. Oui, et c'est logique. Ce qui va vite nous intéresser malgré tout. Complètement. Parce que le gap, la valeur de revente, elle ne couvrira pas forcément le delta de prix. Et est-ce que demain, selon vous, Sylvain, on raisonnera toujours de la même manière sur cette valeur de revente, dans la mesure où, sur notamment les gammes électriques, ce qui aura de la valeur, c'est la partie batterie et plus la partie châssis. Aujourd'hui, c'est pareil. Que l'on peut davantage dissocier sur une machine électrique que sur une machine thermique. Aujourd'hui, c'est pareil. La valeur d'une machine électrique, c'est une totale inconnue. Il faut savoir qu'en Chine, les premières machines arrivent aux 12 000 heures avec le pack batterie d'origine, en machine de production, donc des machines qui font un poste, voire 2 postes. C'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable. Alors après, restera le quid de savoir le marché de revente sur les pays africains, asiatiques, sur du matériel électrique, parce que est-ce que le besoin est là? On a l'habitude de comparer avec l'automobile. On voit l'arrivée des constructeurs chinois, même si on voit que le marché électrique est assez fluctuant. On estime qu'à terme, les constructeurs chinois trusteront 30% du marché automobile en Europe. Est-ce que pour vous, vous avez fait ce pari de part de marché sur le matériel? Alors nous, notre volonté, c'est d'avoir une part de marché qui s'accroît d'année en année, en installant du parc, en développant notre activité location courte durée, au travers de notre enseigne Nova Location. Donc du coup, la part de marché que souhaite le constructeur, c'est une chose, c'est ce que nous souhaitons faire pour respecter nos engagements avec le constructeur, mais le but, c'est d'aller au-delà et de pouvoir, avec notre maillage, être au-dessus de ce qui se fait au niveau du marché national et de pouvoir couvrir le maximum. Donc aujourd'hui, le développement
de la location, il est très important. Je pense qu'on est aussi dans des choses un peu hybrides sur la location longue durée où on va pouvoir engager des gens sur 12-24 mois parce que du coup les gens n'ont pas énormément de visibilité, donc ça c'est des contrats qui marchent bien, donc je pense qu'il faut être assez avoir un peu d'imagination, essayer de réinventer les choses parce que moi je viens de la partie manutention, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la partie manutention industrielle et BTP, du coup je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre de ce secteur-là pour l'amener dans la partie TP, puisque du coup, les principes de location longue durée, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Le marché de l'électrique, c'est quelque chose qui fonctionne dans la manutention et qui est en train de se déployer de manière très très forte avec le lithium. Donc, je ne suis pas inquiet du fait du déploiement dans le TP de la même manière. Il y aura forcément quelques freins, mais du coup... les machines seront fiables, parce que du coup, ils savent les fabriquer. Le lithium, c'est quand même de là-bas que ça vient. Donc je pense qu'on aura la bonne technologie. Et du coup, il faudra lever les freins chez les clients, mais par le biais de la location, on lèvera certainement des freins pour pouvoir commencer à rentrer les premières machines. Et après, on aura peut-être des gens qui passeront à l'acquisition. Mais dans l'automobile, on a quand même beaucoup de gens qui louent leurs voitures quand ils achètent des voitures. S'ils achètent des thermiques, ils louent les voitures. S'ils prennent des électriques. Donc. Le ou les freins encore à lever, selon vous, Sylvain? Sur le matériel électrique, Une marque chinoise, en l'occurrence la Bugong pour vous, la perception du produit, de la marque. je dirais qu'un brûle pour point, c'est toujours la connotation chinoise. Hein. Ça, c'est le client. Il y a des clients qui disent oh, ben, moi, je ne veux pas de chinois. Mais finalement, quand on explique bien les choses et que la solution, on a bien fait monter notre dossier, ben, elle est valable, elle est recevable en fait. Donc voilà, donc après, comme disait donc il y a encore ce déficit. Il y a toujours des clients qui voudront de la marque premium et qui ne feront pas le pas. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a la globalité du panel pour offrir à notre clientèle. Mais le frein, il se réduit. Et donc j'imagine que vous attendez avec impatience la conversion des premières ventes pour voir comment a vécu cette première génération de machines électriques, voir si la valeur de revente... Mais nous, on est motivés surtout sur la gamme Yogong électrique qui est avec de l'introduction de la niveleuse, du compacteur, du chargeur, de la pelle. Ils ont une avancée. Ce sont des machines de production. On n'est pas aux phases de prototype ou de machines d'essai. Et on basculait effectivement en production. Aujourd'hui, on peut répondre, on peut mettre des machines en carrière avec du service, avec tout le panel de la télématique et en full électrique. D'accord. Donc on attend encore 5-6 ans pour avoir vos premiers retours d'expérience. C'est demain. en tout cas, pour le lancement des produits, mais pour le premier retour d'expérience sur la valeur de revente, parce que ça reste quand même premier retour d'expérience, un enjeu déterminant du client. Comparé. Alors, moi, je dirais qu'on a déjà les premiers retours, puisque du coup, on a des clients qui ont fait des extensions de parc. Donc, on a mis la première machine. Ils ont fait un galop d'essai d'un an et ils ont acheté la deuxième. Et on en est... alors, je ne vais pas vous dire qu'on a fait des parcs complets, hein, mais on a fait jusqu'à 3, même 4 machines chez le même client en plusieurs fois. Donc, des clients qui avaient des marques totalement différentes et du coup, qui sont venus chez nous parce qu'ils nous connaissent pour le service et qu'on a renouvelé parce que l'insatisfaction de la marque précédente par rapport à beaucoup de coûts en fait, et ça c'est important, l'analyse des coûts, parce qu'on a l'historique, donc on sait dire voilà, cette machine elle vous a coûté tant, voilà ce qu'on vous propose, voilà la solution, le contrat d'entretien, la potentielle location longue durée si vous avez peur de la valeur de revente, parce que ça je suis assez conscient que ça peut être un frein, mais il ne faut pas que ça le soit, parce que du coup c'est des machines qui auront effectivement une valeur peut-être 20-30% inférieure, mais quand on prend une machine qui a 5 ans, 7, 8 000 heures, qui peut-être avait un écart de prix de 30%, si on retrouve l'écart de prix de 30%, 5 ans, 8 000 heures après, en valeur, on a quand même un sacré delta entre les deux. Donc du coup, l'économie faite au départ
vous la perdrez pas à la fin. Voilà, c'est ce qui est assez important. Dernier point, parce que nous arrivons au terme de cette table ronde. Si les conditions économiques venaient à évoluer, on voit qu'en ce moment, la mode est aux taxes, aux importations. Est-ce que vous pensez que la donne sera radicalement différente? Et pour poser une autre question, est-ce que potentiellement vos marques pourraient s'implanter de manière industrielle en Europe pour servir le marché européen? Vaste question. Petite réponse. Pour Liu Gong, c'est déjà une marque qui est implantée en Europe, hein, puisqu'ils ont fait l'acquisition de la marque Dresta en Pologne. Donc, c'est des gens qui ont déjà un pied en Europe. Donc, l'usine de production leur appartient toujours. Tout à fait. Donc, ils ont toujours la capacité d'éventuellement produire des machines sur ce site-là. Oui, ça peut évoluer. Y compris des gammes électriques, ou c'est trop complexe? Après, moi, je suis pas dans la partie construction, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ils ont l'outil de travail. Donc, pareil pour Sonic, qui a potentiellement un outil de travail en Allemagne, dont on n'a pas vu encore beaucoup. Je pense que les modèles. Il y a un développement, on parle de 2026 avec une production en Europe, mais effectivement, ça sera certainement la façon de contrer une éventuelle taxe s'il devait y en avoir une. Mais bon, après, concrètement, je pense que le marché est assez avancé et je vois pas comment on pourra arriver à quelque chose comme ça, parce que on a quand même, si on fait le parallèle avec tout ce qu'on consomme autour, il y a quand même beaucoup de choses qui nous manqueraient aujourd'hui, qu'on ne sait plus faire. Thierry, pour conclure cette table ronde, on vous interroge souvent pour telle marque sur un modèle précis. Je vais dire n'importe quoi, une niveleuse Caterpillar, c'est recherché, ça a une valeur mondiale, y compris sur le marché français et européen. Est-ce que vous imaginez qu'à court terme, on puisse vous demander tel modèle d'un matériel chinois? Oui, j'en suis persuadé, sincèrement. Enfin, on en parlait tout à l'heure. À quelle échéance? Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que... Et on parlait de l'implantation aussi de ces constructeurs-là en Europe, moi j'en suis persuadé. On parle de certains constructeurs qui sont parmi les premiers constructeurs au niveau mondial. On sait que leur marché local s'est effondré, on est à plus ou moins 50% sur le marché local. On voit bien qu'il y a des secteurs comme les États-Unis ou des pays comme les États-Unis où ils vont avoir du mal à faire du commerce. Donc, s'ils veulent vraiment s'implanter, s'installer et s'intéresser au marché européen, qui est un gros marché au niveau mondial, je pense qu'ils seront effectivement capables de s'implanter. Et après, lorsque mes collaborateurs auront vendu des machines, et vous parliez tout à l'heure des premières machines qui arrivaient chez les nationaux, donc il est fort probable que dans un avenir peut-être assez proche, pourquoi pas, notamment en matière de machines électriques, on ait des demandes spécifiques sur certaines marques, oui, je pense. Dans les conditions actuelles du commerce mondial qui peuvent évoluer. Oui, on se rend compte que finalement les marchés se réduisent malheureusement avec toutes ces contraintes. On arrive à avoir des marchés par silo, et il va falloir s'adapter. Il est temps maintenant de relayer les questions des internautes qui nous ont suivis sur cette deuxième table ronde. Mathieu, y a-t-il des questions nominatives pour nos invités? Non, pas de questions nominatives, Jean-Noël. Et d'ailleurs, les deux questions qui étaient dans le chat ont été traitées au cours des 10 dernières minutes de la table ronde. Alors, je rajouterai deux questions personnelles. La première pour Richie Bros. On a beaucoup parlé de matériel électrique. Est-ce que c'est déjà des choses que vous voyez apparaître au sein de vos ventes? Et comment vous abordez la question de ces nouveaux matériels? Alors, on voit des matériels hybrides à très petite échelle, à petit volume. Proportionnellement à ce qui a été vendu. Oui, exactement. Pour l'électrique, c'est pareil. Je pense que ça va compliquer un petit peu les choses. Après, ça va réduire fortement les marchés, les acheteurs potentiels au niveau européen ou même au niveau mondial. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps, à l'instant. Enfin, ça réduit effectivement les marchés. Voilà, nous qui sommes qui vendons à l'international avec
une forte propension des ventes à l'export, ça deviendra plus compliqué. Mais aujourd'hui, l'électrique, on n'y est pas encore, en tout cas en ce qui concerne la revente chez nous. La deuxième question, Mathieu. Ma deuxième question, ce serait est-ce qu'il vous manque des modèles au sein des gammes chinoises commercialisées en France? Est-ce qu'il y a des segmentations de pelles que vous aimeriez voir apparaître dans les prochaines années? Pour Liugung, avec l'introduction des dernières gammes cette année et l'année prochaine, on sera full liner. Donc globalement, non, on répond. Aujourd'hui, on répond 80% du marché français, tout du moins. Pour l'instant, sur le périmètre chargeuse et pelle. Demain, compacteur. Compacteur, niveleuse, télescopique et grue. Chez Sany. De notre côté, pour la partie Sany, on a une gamme de pelles à chenilles qui est très large, donc avec une segmentation avec un maillage très très court. Après, sur la partie chargeuse, on a deux modèles et là on a une besoin. Alors les machines existent, mais elles ne sont pas arrivées en Europe et du coup l'élargissement de la gamme va nous intéresser puisque nous on a un fort parc existant de chargeuses. Du point de vue des télescopiques, la gamme est en train de s'étoffer, elle est déjà bien avancée et du point de vue de la partie de tout ce qui va être, on va dire, autour, les produits autour, le compactage, les choses comme ça. On a commencé à faire des premières démonstrations très récemment. Donc on a aussi une démonstration qui est prévue sur une pelle industrie, puisqu'on fait Terex Ecotech au travers de l'Heureux, mais on a aussi la possibilité d'accéder à la partie Sany avec pelle de 30 et 48 tonnes. Donc du coup, on va faire une démonstration prochainement sur ces produits-là. Et là, le marché a plus besoin de la 26 tonnes que... Mais bon, il y a des... Et on est plus sur une logique industrielle. Exactement. Et est-ce que c'est encore plus difficile de convaincre et d'imposer une marque chinoise dans ce contexte d'utilisation? Voilà, d'où la volonté d'avoir deux produits, un produit fabriqué en Europe, un produit Sany qui n'avait pas la gamme totale. Donc je pense qu'il y aura des clients intéressés, parce que du coup il y a quand même une machine qui est au standard Sany avec toujours le même principe, la garantie 5 ans, etc. Et du coup, ces machines qui sont souvent vendues en contrat, donc contrat full service, donc du coup, le client, il n'a pas un risque majeur, puisque dans nos contrats, on a quand même souvent la machine de remplacement qui est prévue, et on s'appuie sur notre parc location pour pouvoir le faire. Très bien. Merci messieurs. Vous l'aurez compris, il va falloir compter avec les marques chinoises en France comme ailleurs. Dans les conditions actuelles du marché et dans les conditions actuelles de l'organisation du commerce mondial, il se pourrait que les choses évoluent dans ce domaine. En attendant, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France.